Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la privatisation de la norme au prisme du droit comparé. Ce sera dans quelques instants avec Sylvain Vernaz, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et co-directeur de l'ouvrage sur cette question. On parlera ensuite des enjeux d'assurance pour les infrastructures industrielles face aux sinistres climatiques. Ce sera avec Hassan Benhamadi, avocat associé au sein d'Adlan Avocat. Et enfin, on parlera comment résoudre efficacement les conflits entre actionnaires avec Jean Vasken Alianakian, avocat au barreau de Paris et médiateur. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside, on va parler de la privatisation de la norme au prisme du droit comparé avec l'un des co-directeurs de l'ouvrage, Sylvain Vernaz, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'université de Haute-Alsace. Bonjour Sylvain. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. Le développement de codes de conduite, chartes éthiques ou encore programmes de conformité s'observe partout dans le monde. Nous verrons ensemble que la privatisation de la norme est un phénomène qui se produit dans des domaines variés. Pour commencer, pourquoi un ouvrage sur cette question de la privatisation de la norme au prisme du droit comparé ? Vous venez de l'expliquer en réalité, puisque c'est un phénomène que l'on constate un petit peu dans tous les secteurs, toutes les branches du droit, et qui est dans tous les pays en réalité. C'est un bousculement, un bouleversement, puisque jusqu'à présent on considérait qu'il y avait essentiellement la norme publique, étatique, que l'on arrivait facilement à identifier et dont la valeur, la force était assez facilement identifiable. On pense à la pyramide de Kelsen. Et puis apparaissent de nouvelles règles, de nouvelles normes qui ont un effet dans la pratique, des normes qui viennent d'acteurs privés. Et on s'est donc demandé un petit peu quels étaient leurs rôles. Et pour vous donner simplement un petit exemple, eh bien, on a des règles qui peuvent émaner par exemple des réseaux sociaux, donc d'un acteur privé, qui vont avoir un véritable impact sur des millions, voire milliards d'utilisateurs. Et la question qui se pose, c'est finalement ces règles sont décidées par la société à l'origine du réseau social. Et finalement, il n'y a pas eu de processus démocratique pour les déterminer, elles vont avoir une grande marge de manœuvre, ce qui va impacter tout le monde. Et on a donc eu cette idée d'essayer d'appréhender ce phénomène et d'essayer d'en synthétiser certains aspects. Et à ce titre, je voudrais simplement remercier les 3 laboratoires qui nous ont permis de faire et de mener ce travail, de nous financer, à savoir le DRES, le GREDJ et le CERDAC, qui nous ont donné une totale liberté pour nous interroger sur ce phénomène. Alors on en sait plus sur l'objectif de cet ouvrage, mais à qui est-il destiné ? Alors, on peut dire qu'il est destiné avant tout aux chercheurs en droit, et puis, d'une manière générale, à un public averti de juristes qui s'intéressent au phénomène de privatisation de la norme. On peut également dire que c'est un ouvrage qui va être intéressant aussi pour les comparatistes, notamment les doctorants, parce qu'on a une approche, je pense, qui est aussi un peu originale du droit comparé. Alors, on en sait plus sur cette privatisation de la norme, mais quels avantages offre le droit comparé pour observer ces phénomènes transnationaux de privatisation de la norme ? Alors, il faut savoir que les 3 co-directeurs de l'ouvrage sont des comparatistes également, et qu'habituellement, quand on fait du droit comparé, on essaye de comparer des systèmes pour voir finalement les avantages et les inconvénients dans tel ou tel système, pour apporter des éléments de solutions innovants dans notre système, ou éventuellement pour proposer une harmonisation des normes au niveau européen. Ici, ce n'était pas possible de procéder comme ça, puisque c'est un phénomène qui est difficile à appréhender et que les différents droits n'ont pas encore complètement saisi. Donc nous avons eu la logique justement inverse de se dire, mais finalement, pour pouvoir appréhender un phénomène qui est universel, qui se retrouve dans plein d'ordres juridiques,
Nous avons absolument besoin de ne pas regarder seulement notre ordre juridique français, mais de regarder dans plusieurs pays comment ce phénomène évolue et de voir si finalement il y a des tendances communes, notamment parce qu'on l'a dit, il y a des effets communs dans tous les pays par certaines de ces normes. Et c'est pour ça qu'on a demandé à nos contributeurs de systématiquement étudier le phénomène, non pas sous l'angle de leur seul pays, mais de 2 ou 3 pays au minimum. Et ainsi, on a réussi à couvrir 16 pays au total, le droit de 16 pays, ce qui permet donc d'avoir aussi un recul sur la question de ce phénomène. Alors, dans votre ouvrage, vous comparez les normes privées à de la matière noire. En quoi les normes privées peuvent-elles être comparées à cette matière noire dans l'écosystème juridique contemporain ? Oui, alors c'est une métaphore parlante qu'on a voulu utiliser pour imager les choses. Dans l'univers, certaines observations ne peuvent pas être expliquées par la matière visible, c'est-à-dire nos normes étatiques. Pour comprendre ces phénomènes, les scientifiques postulent l'existence de la matière noire, qui est une matière difficile à appréhender, mais qui permet d'expliquer certains phénomènes explicables, où on voit les conséquences. Et nous, c'est un peu la même chose finalement. On voit que ces normes, elles ont un impact, elles ont un effet sur notre ordre juridique, mais on a du mal à les appréhender. Donc la comparaison, c'était simplement pour donner une image et comprendre que finalement, elles sont peut-être plus importantes qu'il n'y paraît, ces normes privées. Alors, au-delà de ça, de ce que vous venez d'expliquer, quels sont les domaines qui sont concernés par la privatisation de la norme ? Alors les domaines sont très variés. On a justement fait le choix de balayer différents domaines de manière assez large, ce qui fait que chacun peut trouver aussi un intérêt dans un chapitre ou dans l'autre. Donc pour en citer quelques-uns, on a notamment traité du droit médical, des normes relatives à Internet, du monde des affaires, des normes de RSE, mais encore des normes développées par les sociétés pétrolières ou encore de compliance. Donc autant dire que les normes que les secteurs sont très larges et que c'est peut-être un des intérêts justement de cet ouvrage de pouvoir aller piocher selon notre domaine de compétences la partie qui nous intéresse aussi. Peut-être pour bien comprendre, vous pouvez illustrer ce type de normes par des exemples, par exemple dans le domaine de l'environnement. Oui, alors typiquement, on va avoir toutes les normes de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui vont beaucoup se développer. L'exemple encore que je vous ai donné des réseaux sociaux, où là, je crois que tout un chacun voit l'impact dans sa vie personnelle des règles qui vont être de modération de la parole, qui vont aller parfois au-delà de la règle étatique. Voilà, pour vous donner 2 exemples. Alors, on va revenir sur un autre aspect, la valeur de ces normes. Quelle est la valeur de ces normes privées ? Quelle est leur force contraignante ? Alors, leur force contraignante, elle est variable. En réalité, c'était un petit peu notre interrogation. La réception de ces normes par l'ordre juridique, par le droit d'une manière générale, était incertaine. Et on a voulu creuser un petit peu ça et se poser la question de si elles avaient une force contraignante. La définition que l'on a prise de la norme privée, c'était déjà une norme qui fait autorité de fait dans son domaine d'activité. Mais la question, c'était est-ce qu'elle est contraignante juridiquement ? Et alors, la réponse est variée selon la norme. On a vu plusieurs tendances se dégager. Elles le sont parfois pas clairement, et c'est problématique parce que justement, il y aurait besoin d'une meilleure reconnaissance. Dans d'autres cas, elle peut être reprise par la jurisprudence, notamment pour l'interprétation. Et dans d'autres cas, elle va permettre notamment a posteriori, d'enrichir la loi, de l'étayer, parce que certaines propositions vont pouvoir être reprises aussi par l'autorité publique. Et on s'aperçoit que donc il y a une synergie qui peut se créer avec la norme publique. Voilà, pour le détail, ensuite, c'est toute la partie 2 de l'ouvrage. En un mot, vous pensez que cette tendance à la prolifération des normes privées va durer ? Je pense qu'elle va durer, il y a beaucoup de raisons qui pourraient l'expliquer, mais notamment le fait que la société bouge très vite et que parfois dans certains domaines très précis, il y a besoin de pouvoir avoir des réglementations, des règles qui sont posées là où l'autorité étatique n'a pas pu encore intervenir. Elles ont l'avantage de la flexibilité et donc elles se développent. Et je crois que même si on peut contester le caractère non démocratique finalement, puisque ça intervient à l'issue
d'un auteur qui va la proposer, eh bien, elles existent. Et donc, il va falloir tout simplement en prendre acte et réfléchir à une bonne articulation pour qu'elles restent à leur juste place, mais en même temps qu'on puisse voir aussi le progrès qu'elles peuvent emporter grâce à leur adaptabilité. On va conclure là-dessus. Merci Sylvain Vernaz d'avoir présenté cet ouvrage sur notre plateau. Merci Arnaud, à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des risques d'assurance pour les infrastructures industrielles face aux sinistres climatiques. On poursuit l'émission, on va parler des enjeux d'assurance pour les infrastructures industrielles face aux sinistres climatiques avec mon invité Hassan Benhamadi, associé fondateur du cabinet Adlan. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Le changement climatique bouleverse l'assurance des infrastructures industrielles. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène ? Oui, effectivement Arnaud, c'est un grand bouleversement. Comme vous le savez, c'est d'actualité. Beaucoup disent que c'est un risque futur, mais en réalité c'est d'actualité parce que le Global Risk Report l'a déjà classé comme l'un des plus grands risques pour le secteur assurantiel et industriel. Nous avons une multiplication des sinistres qui fait que l'indemnisation a été multipliée par 2 les dernières années, et les experts prévoient même une multiplication par 3 dans les 15 prochaines années. Donc aujourd'hui, c'est le risque actuel et tout le monde en parle parce qu'il y a tant des enjeux de prévention que des enjeux d'indemnisation. Alors des enjeux de prévention, d'indemnisation, des coûts qui explose. Oui. Et face à cette explosion des coûts, pensez-vous qu'il faut repenser la multiplication, la mutualisation des risques climatiques entre assureurs, entreprises et pouvoirs publics ? Oui, assurément, c'est une très bonne question. La prévention n'est effectivement plus suffisante. Parce que ce qui aujourd'hui est un risque identifié ne le sera pas forcément demain, ou s'accélérera et augmentera de manière exponentielle. Donc des innovations dans le secteur assurantiel climatique sont nécessaires. Parmi ces innovations, comme vous l'avez justement dit, il y a les partenariats publics-privés, donc sous le régime CatNat qu'on connaît en France ou NFIP aux États-Unis. Comment ça se présente concrètement pour bien comprendre ? Le régime CatNat en France, c'est un régime de partenariat entre assureurs privés et pouvoirs publics, avec des catastrophes qui sont déclenchées généralement par décret, avec une durée d'indemnisation prévue, rapide, qui est généralement de 30 jours, et qui n'est en réalité qu'un régime parmi tant d'autres qui est appelé à augmenter dans les prochaines années. Vous avez par exemple, je pense très fortement à l'émission obligataire pour transférer l'indemnisation des sinistres climatiques, le risque d'indemnisation des sinistres climatiques vers les marchés financiers et les investisseurs. D'accord. Comment ça marche ? Les assureurs émettent des obligations à plutôt court terme, on va dire 2-3 années, avec des risques identifiés et un rendement assez élevé si ces risques n'arrivent pas. Si ces risques arrivent, c'est le jeu de l'investissement et du gain ou de la perte. Si ces risques arrivent, il y a la perte de l'investisseur. Mais ça marche plutôt bien en ce moment. Alors face à ce contexte, les entreprises industrielles doivent refondre leur approche assurantielle. Concrètement, quelle attitude doivent adopter ces entreprises ? En réalité, ces entreprises doivent adopter plusieurs attitudes. En premier lieu, se rapprocher de leur assureur qui va devenir un partenaire dès le début, dès le nouveau projet, parce que la prévention est devenue essentielle. À la messe des assureurs qui est l'AMRAE au dernier congrès, nous avons eu par exemple des conférences sur l'identification des risques climatiques pour les industriels, qui est devenu visiblement un enjeu majeur et dont on n'a pas réussi à cerner tous les contours. Alors comment on identifie ces risques ? Il y a plusieurs méthodes, les experts utilisent plusieurs méthodes. Vous avez l'identification par des méthodes spatiales.
vous avez l'identification par des mathématiques appliquées au climat. Mais ça soulève aussi un certain nombre de questions, ces méthodes soulèvent un certain nombre de questions, parce qu'on pourrait imaginer dans le futur que certaines zones, voire certains secteurs, deviennent inassurables du fait de ces prévisions expertales. D'accord. Il y a certains secteurs qui sont déjà identifiés comme potentiellement inassurables? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais ce que je peux vous dire, c'est que les négociations de police d'assurance vont devenir âpres dans les prochaines années. Alors justement, face à tous ces phénomènes et ces peut-être difficultés d'assurance, est-ce que les entreprises doivent-elles internaliser leurs risques via des captives d'assurance qui seraient dédiées aux risques climatiques? Ça pourrait être une piste, ça pourrait être une bonne piste effectivement, mais le problème des captives, c'est leur coût, c'est le risque. Elles ne s'adressent qu'à des groupes qui seraient en capacité de financer leurs propres risques si ça dégénère. Parce que il faut vraiment se souvenir que le rôle de l'assureur est de prendre en charge un risque que l'entreprise ne pourrait pas prendre en charge. Donc les captives ne sont malheureusement une solution que pour les très grands groupes industriels. Est-ce qu'il y a d'autres solutions envisageables donc pour les plus petites entreprises face à ce type de risque? Je vous dirais qu'à ce stade, les meilleures solutions restent toujours la prévention et l'anticipation. Il a été démontré que certaines formes de construction permettaient de résister mieux aux sinistres climatiques. Là, dans des zones où des ouragans en sont passés, certaines constructions datant de 2000 et 2010 sont restées debout, là où des constructions plus anciennes se sont effondrées. Donc l'audit des bâtiments et l'audit constant et récurrent des bâtiments, parce que, encore une fois, le risque climatique évolue, s'aggrave et s'intensifie. Donc l'audit constant reste le meilleur moyen d'éviter à terme une indemnisation ou un sinistre. Les risques s'intensifient, vous venez de le dire. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez l'environnement, ces enjeux voilà, sur les risques climatiques sur les prochaines années? On a beaucoup de rapports sur cette question. Quelles sont les tendances en général? Oui, les rapports sont unanimes. On va assister à une multiplication des risques avec une augmentation accrue des risques à la fois d'inondation et de sécheresse, qui représente à eux deux 91% du risque climatique, ce qui est énorme, avec des mouvements de sol induits par ces risques qui créent des difficultés structurelles dans les bâtiments industriels qui peuvent être plus ou moins graves. Et on rappellera qu'un risque climatique qui crée de telles difficultés structurelles ne se limite pas à une sinistralité en matière de construction, mais aussi à une sinistralité en matière d'exploitation industrielle. C'est-à-dire que les assureurs vont devoir également chiffrer l'indemnisation de l'arrêt de l'activité pendant la remise en état du bâtiment. Donc c'est des risques vraiment importants sur lesquels les experts du domaine se penchent au moment où on se parle, se penchent sérieusement. Alors vous avez parlé de prévention pour les entreprises. Est-ce qu'il y a aussi un aspect de formation des cadres d'une entreprise sur ces questions ? Oui, effectivement Arnaud. Il y a un aspect de formation, il y a sur les normes ESG notamment, il y a un aspect de prise de conscience, un aspect de formation à la réaction au risque climatique, à l'anticipation. Effectivement, ça va devenir le quotidien des entreprises. Le risque environnemental est désormais une actualité. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Benhamadi. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on va parler de comment résoudre les conflits entre associés. Comment résoudre efficacement les conflits entre actionnaires? On en parle tout de suite avec mon invité, Jean Vasken Alagnakian, avocat au barreau de Paris, également médiateur. Jean Vasken Alagnakian, bonjour. Bonjour monsieur. Certains conflits et désaccords peuvent émerger entre actionnaires concernant les choix faits par la société. La médiation permet de gérer de façon amiable de tels conflits. Pourquoi est-il beaucoup plus facile de trouver une solution par la médiation plutôt que par une négociation classique ?
C'est bien résumé. En fait, une négociation classique, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 personnes ou 3 personnes face à face, avec avocat souvent, qui sont dans des positions. Je veux ceci, je ne te donnerai pas cela, tu m'as fait ceci, non, je ne t'ai pas fait cela. Donc on a un rapport de force, un rapport de position, de la pression, de la conviction, et on essaye d'y arriver. On essaye. Et on y arrive parfois, et bien entendu. Mais souvent, c'est très long, surtout dans les conflits entre actionnaires. La médiation, c'est infiniment plus puissant que la négociation classique. Pourquoi? Tout d'abord, c'est un processus qui est structuré, qui est très méthodologique et qui est conduit et proposé par un médiateur, c'est-à-dire un tiers qui n'est pas avocat d'une des parties, ni des parties en général, qui n'est ni juge, ni arbitre, ni conseiller. C'est le rôle des avocats qui ont toute la confiance de leurs clients pour ça, et ça rend service au médiateur, j'expliquerai pourquoi après peut-être. Et ce tiers, qui est le médiateur, il est indépendant, il est neutre, il est impartial. Indépendant, ça veut dire qu'il n'a pas de rapport financier ou moraux ou d'intérêt quelconque avec une des parties. Neutre, ça veut dire que la solution, il n'a pas d'avis sur la solution, quelle qu'elle soit. Il ne va pas pousser vers une solution plutôt qu'une autre. Et l'impartialité est absolument clé pour le médiateur. L'impartialité, c'est ne pas pencher, même involontairement, vers l'un ou vers l'autre, favoriser involontairement l'un ou l'autre. L'impartialité, c'est être toujours avec tout le monde et bien mesurer la perception chez chacun de cette impartialité. C'est essentiel. Et alors ce processus, pourquoi est-ce qu'il réussit? Parce qu'il est d'abord focalisé sur l'établissement d'une bonne communication. Une communication respectueuse, une communication apaisée et une communication efficace. Donc ça, c'est important, la communication. On va essayer d'aller un peu plus loin. Quels sont les avantages d'une solution obtenue grâce à une médiation par rapport à une négociation classique? Alors justement, en médiation, on passe des positions, j'expliquais tout à l'heure, des positions et des émotions qui, par la bonne communication, vont permettre de faire place aux intérêts et aux besoins et à leur compréhension mutuelle par chaque partie. Voilà, c'est un effort, c'est un processus, mais ça marche dans plus de 70% des cas. Et on va arriver à une solution. Lors d'une décision judiciaire, d'abord c'est long, ça coûte cher, et en plus c'est très aléatoire. Il y a des chances de succès indéniables ou des risques d'échec qui vont aussi pousser à vouloir faire une négociation ou une médiation. Mais globalement, c'est assez inconfortable par rapport au temps de l'entreprise, par rapport à l'appétence des actionnaires pour la sécurité, pour la fiabilité, pour la rentabilité. Et un contentieux, c'est très mauvais pour l'intérêt social. Bien sûr. Et les actionnaires n'aiment pas le contentieux. Ils le font parce que ça permet de démontrer une position de force, d'embêter l'autre, mais en réalité, il n'y a pas d'actionnaire qui souhaite découper la société au terme d'un beau contentieux. Voilà, donc ça va sauvegarder l'intérêt social, la médiation, pour les actionnaires en particulier, ou pour les familles. L'autre chose, c'est que la médiation va préserver les relations. La dernière chose, on touche à l'idée de justice. Il y a des décisions de justice qui ne peuvent pas trancher réellement des litiges. Encore une fois, l'argent ne fait pas tout. L'exécution forcée de diligence matérielle ne fait pas tout. Alors que la médiation va faire venir autour de la table, grâce à cette communication et à cette créativité que la liberté, que la confidentialité va permettre aux parties de réaliser, avec l'invitation et les questions du médiateur, d'un processus maïeutique, eh bien, cette méthodologie va permettre de faire venir autour de la table des éléments, des besoins, des choses extérieures, mais qui vont permettre de rétablir l'équilibre entre les parties, entre les attentes mutuelles, et de créer un équilibre et de donner une solution 360 degrés qu'aucun juge ne pourrait donner dans beaucoup de cas de figure. Alors, pour parvenir à une solution 360 degrés, comme vous l'indiquez, le rôle du médiateur est crucial. Comment concrètement il aide les parties à clarifier leurs besoins et intérêts pour parvenir à un accord? Alors d'abord, il faut que les règles soient claires
et les parties qui souhaitent entrer en médiation parce qu'elles sont éclairées et elles trouvent une petite étincelle d'envie de résoudre le litige auquel elles sont confrontées par la médiation, par la négociation, mais une négociation augmentée. Et le médiateur va déjà poser les règles de bonne communication, je l'ai dit tout à l'heure, et procéder par questionnement. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et encore pourquoi ? Et petit à petit, on va basculer, comme je l'expliquais tout à l'heure, des positions aux intérêts et aux besoins. Donc en fait, c'est une sorte d'accouchement intellectuel, aussi qui va en fait donner lieu à un effort, un effort de la part des parties. Et c'est là où le médiateur doit faire preuve de beaucoup de ténacité, mais aussi d'humanité. C'est très important. Beaucoup d'écoute, justement, des positions des uns et des autres. Oui, beaucoup d'écoute, mais en même temps, être intraitable sur la méthodologie. Et c'est ça qui fait que ça marche. Alors, pour que ça marche aussi, il faut une bonne préparation, j'imagine, à la médiation. Comment les parties peuvent-elles se préparer efficacement à une médiation pour maximiser les chances de réussite ? D'abord, il est important que les parties aient un minimum d'informations sur ce qu'est la médiation et ce qu'elle n'est pas. Donc, parfois, on confond médiation et négociation, méditation peut-être, même si une bonne méditation peut favoriser la bonne fluidité en médiation. Mais il faut que les parties sachent... donc, ce n'est pas un concours de plaidoirie et ce n'est pas un rapport de force, la médiation. Le rapport de force existe, mais on va le domestiquer, on va l'entourer de plein d'autres choses, et qui fait que le rapport de force va baisser. Les avocats aussi doivent comprendre que ce n'est pas un concours de plaidoirie, ils le savent aujourd'hui. Et donc, c'est un premier élément de convergence entre les parties avec le médiateur sur la méthode attendue. La deuxième chose, il est toujours utile de faire le point sur ses intérêts fondamentaux. Et les avocats sont là, avant même la médiation, vous parlez de se préparer à la médiation, pour aider leurs clients à dégager leurs intérêts fondamentaux. Et c'est ça qui, au cours de la médiation, va permettre d'accélérer les choses. Et le choix du médiateur est important aussi. Comment choisir le bon médiateur ? Alors, il y a différentes manières de les choisir. En réalité, un bon médiateur, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un médiateur très bien formé. Très bien formé, qui, de manière préférentielle, a une certification. Il y a différents organismes, français ou internationaux, qui délivrent des certifications. À titre personnel, j'ai la certification du CMAP, où j'exerce, j'ai une activité importante, parce qu'il y a une méthodologie qui est fortement élaborée et reconnue. Voilà, donc ça, c'est un premier cadrage. Le deuxième cadrage, il est plus classique, c'est j'aimerais un médiateur dans le domaine dans lequel j'exerce. J'ai un contentieux financier, j'ai un contentieux actionnaire, je veux savoir, j'ai un médiateur qui sache que c'est que la compta, que la finance. Ou je suis ingénieur et j'ai un brevet. Voilà. Donc, en fait, il faut choisir un médiateur, me semble-t-il, qui ne soit pas éloigné, qui ait une appétence avec les domaines techniques, les domaines humains, les domaines réglementaires, pour qu'il y ait cette confiance qui soit maintenu. Si un médiateur pose des questions de définition toutes les 5 minutes, il faut un médiateur 360 degrés, en fait. On va conclure là-dessus. Merci Jean Wasken Alianakian. Vous êtes avocat au barreau de Paris et médiateur. Merci pour votre fidélité. Restez curieux, informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.